Donc aujourd'hui, on accueille Olivier et Roland pour nous parler d'Orc-Topologies et de Safe. Et si je ne dis pas de bêtises, on est ensemble jusqu'à 19h30 sur un format qui combine la présentation et de l'interaction. Donc n'hésitez pas à prendre la parole et à activer vos caméras parce que c'est toujours plus sympa en discutant. Et Olivier et Roland, je vous laisse la place. Je compléterai que sur ce créneau d'une heure, on a prévu de présenter pendant 3 quarts d'heure pour réserver un quart d'heure de discussion un peu plus libre. Mais évidemment, si vous avez des questions pendant la présentation, sentez-vous à l'aise de le faire. Bah oui, bien sûr, il ne faut pas attendre, hein. Il faut demander. Sinon, ce sera plus difficile pour nous parce qu'il y a le contexte. Donc, oui, et bonsoir à tout le monde. Donc je partage mon écran. Waouh, c'est Wow. waouh. Oups, pardon. Donc je crois que vous voyez mon écran, mon partage d'écran en tout cas. Donc effectivement, on est là pour parler de l'utilisation de cette merveilleux outil qui est Ortopologies, ben, dans le contexte d'organisation utilisant le framework SAFe en particulier. Oups. Donc pour cette présentation, ben, en ce qui me concerne, je suis Olivier Ledru. Je suis avec vous depuis la région parisienne. Je suis Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et je suis également Safe SPC. Et bah voilà, j'interviens en tant que coach agile pour accompagner les organisations et les équipes qui veulent travailler différemment. Et Roland? moi, c'est Roland. J'habite aux Pays-Bas. Je suis pas français. Donc, en tant que je parle français, comme je dois le parler en vacances, dans le restaurant, dans les bars, tout ça. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce qu'on va parler des trucs beaucoup plus compliqués. Et le vocabulaire n'est pas très présent. Et c'est pour ça qu'on le fait ensemble, hein, entre autres. Voilà. Parce que Olivier, il peut ajouter les mots que je ne comprends pas ou que je n'ai pas dans la tête. Puis après, je suis aussi PST comme Olivier. Je suis consultant, c'est un bon mot français? Mhm. Oui, je parle avec des leaders pour voir comment on peut améliorer la performance de leur organisation. Et bon, c'est pour ça qu'avec Alexei Kravetsky, j'ai travaillé pendant 3 ans afin de finaliser ce que vous voyez ce soir, ce qui s'appelle Octopology. C'est une méthode pour pouvoir changer des organisations d'une manière. Oh, c'est Alexis qui me donne un coup de fil là. Ouais, pas maintenant, s'il vous plaît. Mais pardon. Donc, c'est une méthode pour analyser, pour cartographier l'organisation et l'écosystème d'éléments. Et quand on visualise les écosystèmes, on peut comprendre pourquoi elles ne bougent pas dans la direction qu'on voudrait que ça bougerait. Donc, bon, c'est ça pour l'introduction. Peut-être, Olivier, Voilà. tu veux Ouais, continuer? je vais continuer effectivement. Donc cette cartographie, ça va être une cartographie à 2 dimensions. Et quelque chose que Roland et Alexei m'avaient dit que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'ils, cette cartographie, en fait, ils ne l'ont pas inventée, ils ont révélé quelque chose qui existe. Et le fait de créer cette carte va nous aider justement à nous positionner sur cette carte. Donc, cette cartographie ayant 2 axes, eh ben, on va vous présenter brièvement ces 2 axes. Donc, le premier, axe horizontal, c'est un axe qui va nous permettre d'essayer d'identifier euh, à quel point est-ce que les unités de travail qui composent notre système sont plus ou moins en capacité de réaliser du travail porteur de valeur. Donc sur la gauche, si le périmètre de capacité est faible, en fait, on va avoir des personnes qui sont ultra spécialistes, qui ont une compétence. Et à l'autre extrémité du spectre, on va avoir affaire à des unités. Donc quand je dis unités, c'est des équipes sont, elles, complètement autonomes pour pouvoir remplir leur mission de A à Z. Roland, si tu veux Oui. compléter? Oui, donc quand on, non, comment dire?
Euh, Si on veut produire de la valeur, on pense à devenir plus vite, n'est-ce pas? Et une seule personne ne peut avoir une vitesse qui est limitée à la personne. Puis quand on connaît l'agilité, donc l'agilité, ça veut dire il y a des équipes et des équipes qui ont des spécialistes comme des back-end, front-end, les testeurs et tout ça, ils sont ensemble. Donc ensemble, ils sont capables d'aller plus vite. Et c'est intéressant comme concept organisationnel qu'on peut combiner des spécialismes et que ça crée de la vitesse. C'est intéressant. Mais Mm. c'est pas tout, c'est pas assez. Alors, créer des choses rapidement, c'est qu'un axe de la carte. Ouais, L'autre axe va représenter en fait le périmètre d'activité, donc les sujets que les équipes traitent. Donc en bas de la cartographie, on va avoir en fait des équipes qui traitent des tâches, du travail à faire, de la technique à manipuler. Et en haut du spectre, on va avoir des équipes qui sont réellement intéressées, focalisées sur le fait de résoudre un problème pour l'entreprise. Et entre les deux, on va avoir en fait des équipes qui sont plus ou moins en mesure de réaliser des tâches ou réaliser des fonctionnalités, des services, adresser un domaine d'activité et adresser les enjeux de l'entreprise. oui. Et vous voyez que c'est 4 par 4, donc ça nous fait 16 archétypes qu'on dit. Ouais. Mais avant de regarder c'est quoi les archétypes, maintenant déjà on peut voir qu'il y a des zones et on a vu qu'il y a en fait qu'il y a 4 zones. Donc si tu veux passer, oui, voilà. Donc il y a en bas à gauche, ce sont des archétypes qui ont comme caractéristique principale qu'il y a des ressources travaillant dedans. Donc les unités organisationnelles, les unités qu'on utilise pour créer une organisation qui essaie de produire de la valeur, qui a beaucoup de personnes qui sont très spécialisées dans une certaine tâche. Ils doivent trouver une manière de combiner toutes ces ressources afin de créer de la Mm. valeur. Et dans cet archétype qui est en bas à gauche, archétype ressources, le modèle mental dominant est celui de l'utilisation des ressources. On Voilà. cherche à bien utiliser les ressources. Ouais. Voilà. On pense que l'utilisation des ressources, ça va être la clé du succès de l'entreprise. Ouais. Mais c'est pas assez. Seulement si on a des ressources qui savent quelque chose ou qui peuvent faire quelque chose, ça ne va pas donner de la valeur. Donc, on a besoin peut-être des archétypes spéculatifs. C'est-à-dire, ce sont des gens ou des unités organisationnelles qui gèrent des données ou qui font des designs. C'est quoi en français design? C'est design, oui? Ouais, design ou conception. Oui, Des gens des qui vont faire de la conceptions. conception, qui vont Voilà. faire des plans, qui vont Ou bâtir des bien, stratégies. ou bien des managers hein, qui s'occupent de passer de l'information d'une unité à l'autre. On a besoin des deux pour créer de la valeur. Et puis, si des organisations qui sont un peu plus avancées, ils sont peut-être dans le cadran en bas à droite, les archétypes d'équipe. Donc, si les gens dans les organisations commencent à voir qu'une équipe est plus performante et plus vite en comparaison avec des spécialistes, des individuels, donc on- ils vont former des équipes alors et ça va être une organisation qui est plus apte à créer de la valeur. Et puis en haut, là, à droite, les archétypes équipe d'équipe, c'est quand on va. Donc on est parti des ressources des individus, puis on part à droite, on crée un cerveau qui est plus grand, qui se constitue de 5 ou 6 ou 7 individus qui commencent à collaborer. Et puis si on monte, là, on peut combiner des équipes qui forment Mm. un cerveau qui est encore plus grand. Mm.
Et la différence entre les deux archétypes de droite, archétype équipe au pluriel et archétype équipe d'équipe, c'est que si vous prenez plusieurs équipes, vous les mettez ensemble, vous n'avez pas automatiquement une équipe d'équipe. Voilà. D'abord, vous avez un groupe d'équipes, mais pas encore une équipe d'équipe. Ça demande un travail supplémentaire pour transformer ce groupe d'équipes en équipe d'équipe, de même que ça demande un travail de changer un groupe d'individus en équipe. J'avance? Oui, l'idée c'est que, oui, merci. L'idée de Orthopology, c'est qu'on maintenant on peut visualiser euh, les topologies organisationnelles. Et ça, c'est une topologie qui est plutôt, qui se vise plutôt à essayer de faire de la valeur avec des ressources Mhm. individuelles. Mhm. Donc, puis, on a besoin de quelque chose pour coller euh, la découverte, donc les archétypes spéculatifs, à la livraison. Et ça, on fait ça avec des projets. Mhm. Dans un projet, il y a des gens qui vont être en haut à gauche, qui vont faire des plans, imaginer où se trouve la valeur, et des gens en bas à gauche qui vont fabriquer les plans, en fait. Ouais. Et ce ne seront pas les mêmes personnes, les mêmes groupes, pas les mêmes archétypes. Et à Orthopologies, on ne veut pas dire que, ah oui, on a étudié votre entreprise et maintenant on sait, vous êtes une topologie centrée sur les ressources, et c'est ça. Non. On voit qu'il y a toujours des combinaisons et dans quelques parties de votre entreprise, peut-être il y a encore de la gestion des projets avec des spécialistes. Mhm. Mais Ouais. dans un autre côté, peut-être il y a quelque chose qui est totalement différent. Je l'avance, Roland. Oui, oui, oui. Bah, vas-y. Donc, pour revenir sur notre sujet, souvent, vous avez une entreprise qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue précédemment, qui est très orientée projet. Et comme c'est une grosse entreprise, elle s'intéresse à l'agilité. Et bah, souvent, le fait est que sur le marché français, les entreprises qui s'intéressent à l'agilité à grande échelle s'intéressent à des outils tels que Safe. Donc, elles mettent en place une première vague de transformation en créant leur premier train Safe. Donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ça apporte beaucoup de bénéfices parce que c'est nettement mieux qu'avant. Pour ces entreprises, elles arrivent à faire glisser les, les unités qui sont en bas à gauche vers les archétypes qui sont en bas à droite. Je vois qu'on a fait une erreur là. J'ai pas changé le texte. C'est le Mhm. texte des archétypes qui sont normalement à gauche. Donc, il faut lire des équipes là. Tu OK. vois, archétypes centrés sur les ressources, ce sont Oui, des oui, équipes. oui. Oui, Oui, équipes. oui, effectivement. Oui, oui. J'avais même pas lu en fait. Donc, Bon. le fait de mettre Safe en place va déjà créer une dynamique différente. On va réussir à casser certains silos, faire en sorte que plusieurs unités fonctionnelles vont se reformer pour faire des unités multicompétences. Concrètement, dans les contextes que moi j'ai pu voir, c'est casser le silo MOE, MOA, business analyst et codeur pour dire maintenant, vous allez travailler ensemble dans la même équipe, dans la même unité. On ne regarde pas si l'unité fonctionne bien, mais on regarde que, un point de vue organisationnel, ces gens-là font désormais partie de la même équipe. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un train, Hein? Un train. un Agile Regime Train. Oui. Donc, combien d'équipes dans le train? 4, 5, 6, 10. Voilà. Oui. Donc, pour ceux qui Et- connaissent Safe, effectivement, on s'attend à avoir jusqu'à 130 personnes dans un train environ. Donc, ça peut être effectivement une dizaine d'équipes. OK. Et ces équipes-là, ils sont tous, comment dire, multifunctional, cross-functional teams? Hmm. Ah, malheureusement, le chemin est long. Donc, souvent, ces équipes ont un certain niveau de compétences, multi-compétences, mais malheureusement, elles sont rarement complètement à droite parce que Oui. souvent, il leur manque certaines compétences. C'est pour ça, par exemple, que Safe va proposer d'avoir une système team qui va permettre d'outiller les équipes
ou alors une équipe orientée de UX designer qui va permettre en fait de combler au manque des équipes pour qu'elles soient totalement autonomes. Ouais, Mais c'est déjà une avancée majeure par rapport à l'état antérieur. ouais. Donc, on a avancé, mais c'est pas parfait. Voilà. Voilà, Ouais. c'est comme dans la vie. Oui. Pardon, j'ai glissé. Ouais, je vais sur celui-là, Roland, c'est bon? Ah oui, c'est bon, pourquoi C'est pas. bon? Ok. Ouais. On peut encore parler de Safe, mais on va parler encore plus de Safe dans les autres slides. Ouais, ouais, ok. Pas de problème. Donc, oui, les 16 archétypes. On a découvert, comme Olivier a dit, on a découvert des archétypes. C'était en parlant de... C'était difficile quand même de parler. Alexis, qu'est-ce que tu fais là dans cette boîte? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle configuration? Qu'est-ce que vous faites? Oh oui, on fait du Spotify avec des tribes et tout ça. Mais c'est toujours, ça prend du temps pour vraiment comprendre le contexte de l'entreprise et comment ils travaillent, comment tu fais de la valeur et c'est où les problèmes. Donc, avec les 16 archétypes, ça devient plus facile. Parce que si je dis maintenant à Olivier, il a essayé d'expliquer les trains tout à l'heure, il aurait pu dire oui, notre train, le train de Safe, et je travaille dedans, il y a quelques Y2 équipes ils ont besoin des tâches, ils sont très techniques. Puis il y en a encore des A2, une cinquaine cinq équipes A2. Ils sont incomplets, mais Mm. quand même, ils sont cross-functional. Et puis il y a quelqu'un au niveau B qui nous donne du travail. Il gère le art backlog. Donc maintenant, j'ai une idée très précis de la configuration ou l'écosystème de Mm. son train agile. Donc en fait, Orthopologies, avec ces différents archétypes, amène un vocabulaire, des patterns qui sont beaucoup plus précis pour décrire le système que juste de dire j'ai des Agile Origin Train. Ouais. Ça Avec, permet cinq, d'être. avec 6 équipes. Voilà. Voilà. Quelle sorte d'équipe? Quelle Ça donne sorte quoi d'équipe? comme dynamisme? Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on a donné un nom à tous ces archétypes parce que bon, une petite. Le nom, c'est la combinaison de A0, ou donc le caractère et le numéro. Puis, on a aussi essayé de donner une petite description pour chaque archétype. Et ça correspond euh, aux axes horizontal et vertical. Si tu veux passer au prochain. Mm. Voilà. Donc, on a le 0, Y0, ce sont des individuels monocompétences axés sur les tâches. Et maintenant, on peut déjà commencer à penser, est-ce que je connais quelqu'un qui est comme ça? Non. Ah oui, c'est le mec qui fait du IA parce qu'il est seul. Hein. On a seulement euh, Mm. personne qui fait ça. Et c'est une monocompétence quand même. Donc, ce sont des personnes ou des groupes ou des unités. Ok. J'avance le suivant, Roland? Bah, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question jusqu'à maintenant Ouais. parce que peut-être c'est beaucoup, hein, 16 Mm. archétypes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et est-ce que je peux tenter quelque chose? Bien sûr. Please. Si j'ai une équipe d'UX designer, comme on disait tout à l'heure, qui va rendre service à des équipes de développement au sens code, ce serait quel archétype? Ça dépend. Ça dépend du produit. Qu'est-ce que vous produisez? Si... Donc, le produit, il est à l'extrême droite en haut. Il y a une petite couronne. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a ajouté une couronne pour indiquer que c'est le client qui vit là-bas. Donc, c'est quoi que le besoin du client? Qu'est-ce qu'il achète? Si vous vendez, c'était quoi l'exemple de type Une d'équipe? équipe de UX designer. De quoi? De UX designer. UX designer. Oui. Yes. Si vous vendez des produits UX design, il se trouve très haut sur la carte. Mais si vous vendez, je sais pas quoi, si vous êtes une banque, Mm. ils sont très bas parce que ça n'a rien à faire avec le produit là, Mm. que les clients achètent.
Moi, en général, je dirais, disons que c'est une web shop ou je sais pas quoi, les gens UX, ils créent quelque chose. Mais tout à fait, c'est un peu un spécialisme quand même, hein. Donc, il y a les équipes, ils font du Scrum peut-être, donc ils sont à deux. Et il manque le UX dans leur équipe pour être plus à droite. Donc, l'autre équipe sera peut-être Y2 ou bien aussi A2. Ça dépend un peu Mm. au niveau de la contribution de la valeur dépendant du produit qu'on vend. Mm. J'ai effectivement en tête le contexte d'un train safe. Et dans ce train safe, il y a une équipe du UX designer qui sont des sous-traitants. Donc, Des sous-traitants. des sous-traitants, des contractors. Donc, on leur achète des maquettes. Leur contrat, c'est de fabriquer les maquettes, les parcours utilisateurs, qui sont consommés après par les équipes qui vont être en Y2 ou A2. Mais si ce n'était pas des sous-traitants, mais des collaborateurs de l'entreprise, alors effectivement, leur mission serait différente. Oui, oui. Donc pour toi, ils sont où, le UX, dans ton exemple? Il y a Stéphane qui a une question, Roland. Oui, Non, oui, mais oui. finissons d'abord, et puis je poserai ma question après. Pardon, Donc pour d'après moi? toi, ils sont où, tes UX, dans ton exemple? Alors pour moi, si ce sont des contractors pour lesquels la mission, c'est de livrer des parcours utilisateurs, ils vont être hauts. Parce qu'en fait, ils sont autonomes pour faire leur job de A à Z. Et leur client, en fait, c'est mon entreprise. Donc, ils seraient probablement, en tout cas dans les archétypes d'équipe. OK, Ils seraient en haut. OK. Il n'y a pas, disons, je veux dire, euh, c'est pas noir et blanc. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs sur l'image. Donc, c'est toujours un peu. c'est- on veut que tout le monde regarde la carte et il commence à expliquer pourquoi. Donc, vous avez entendu, Olivier m'a expliqué pourquoi il pense que cette équipe est là. Et maintenant, moi, je peux comprendre, je peux m'accorder et dire oui, oui, tu as raison, ou non. Parce que pour moi, on leur donne des tâches. Donc pour moi, c'est. Mhm. Vous voyez qu'on peut vraiment avoir une discussion et c'est intéressant parce on a eu quelqu'un qui était dans la classe, hein, qui nous a raconté qu'ils avaient un problème, qu'il y avait un problème à leur boîte avec une équipe. Et c'était parce que le manager de l'équipe pensait que c'était une équipe très élevée. Donc, euh, oui, mais l'équipe eux-mêmes, hein, ils pensaient qu'ils étaient complètement en bas. Donc, ça ne marche pas. Mhm. Et après avoir eu la discussion, on a pu, disons, résoudre une grande partie des problèmes, des irritations qui étaient là. Alors, Stéphane, Oui, merci. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, moi ce que je comprends, c'est que l'agilité va nous faire passer de l'archétype ressources vers l'archétype équipe, et éventuellement même d'ailleurs au niveau A, à A2, A3. Et moi ce que je comprenais, c'était plutôt que CEF allait nous permettre de monter d'un cran vers B2, B3, voire peut-être même C2, C3 si on arrive à travailler sur des large solutions et surtout si on travaille sur la gestion du portefeuille. Mhm. Donc pour moi, CEF, je le comprenais plutôt pour monter et l'agilité pour passer de gauche à droite. Mhm. Et tout à l'heure, Olivier, dans ta discussion, dans ta présentation, j'ai cru comprendre que déjà, rien que de passer de l'archétype ressource à l'archétype équipe, c'était déjà le travail de CEF. oui, C'est moi ce que c'est j'ai observé, c'est que la première étape, la première vague de transformation depuis rien du tout vers tes premiers trains safe, moi ce que j'observe, c'est qu'effectivement déjà on arrive à tirer les équipes vers les archétypes équipes. Mais pour monter après vers les B et C, ça sera pour nous la deuxième vague. Donc quelque part tu peux toujours être en safe, mais avec un travail supplémentaire.
Parce que Le le fait d'avoir un propre train de Ceph, safe, pour moi, c'était justement d'assurer cette coordination entre les équipes. Voilà, on n'est pas juste. ah, On a bien souvent connu effectivement des équipes Ceph qui étaient assez indépendantes les unes des autres, mhm, construisaient leur petit bout dans leur coin, et finalement, on sentait qu'il y ouais, avait assez peu d'interdépendance et assez peu de coordination qui se faisait. Et donc, finalement, on exactement. n'en était qu'au début de Ceph. Et effectivement, Ouais, là, on est plutôt dans un archétype équipe avec une espèce de ouais, succès d'année de Ceph derrière. Mais dès qu'on met mm, réellement du Oui, Ceph avec de la coordination entre les équipes, gestion des oui, interdépendances, etc., c'est clairement parce qu'on a envie de monter ouais, oui, mais sur l'archétype d'équipe de ce que je Stéphane, comprenais, hein. je t'ai mhm, écouté et je pense qu'on va expliquer un peu plus, plus profond ce qui veut dire équipe des équipes. Parce que c'est quoi coordination? C'est quoi collaboration? C'est la même chose ou pas? mm. Et il y a une nuance là, il y a des différences. OK? J'avance, Roland, peut-être? Oui. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Donc effectivement, là, vous avez la carte de save que bah, vous connaissez tous, j'imagine, puisque vous y êtes ici ce soir pour voir justement comment combiner les outils. Euh, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette Non. carte, si ce n'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses un peu partout. Il y a aussi beaucoup de rôles différents. Donc quelque part, il y aura aussi... Oups, pardon, j'ai glissé avec ma souris. J'aurai... Oups, pardon. Euh, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que Stéphane a noté, c'est qu'effectivement, bah, souvent, l'état fréquent qu'on va observer, enfin que moi en tout cas j'ai observé personnellement, mais je ne connais pas toutes les boîtes bien évidemment, après une première vague de transformation, c'est qu'on va avoir des écosystèmes safe avec des trains constitués d'équipes qui vont être dans les archétypes qui sont colorés ici. Donc de A2 voire A3 et du Y1, Y2. Ou C'est ce qu'on bien observe dans un Y3 aussi, hein. Peut-être, oui, pourquoi peut-être pas. Y3 aussi. Ouais, ouais, ouais. Souvent, c'est la première vague de mise en place de safe, c'est de créer plein d'équipes plus ou moins autonomes. Et effectivement, ben, il y a des mécanismes pour que ces équipes se synchronisent, se coordonnent, mais c'est pas suffisant pour dire qu'on est dans les équipes d'équipe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que j'avance, Roland? Oui, pourquoi pas? Vas-y. Donc effectivement, finalement, si on regarde les gens, les unités de travail qui sont sur la carte Safe, vous avez ben, typiquement donc, les business owners qui ont des rôles assez stratégiques, qui sont probablement sur des archétypes élevés. Excusez-moi. OK. Et bon, je continue, hein. Puis il y a le Product Management System Architect, Release Train Engineer. Il travaille sur Agile Product Delivery. C'est quoi en français? Français? En français, on aime bien garder les mots anglais, ça nous OK. donne un air intelligent. Mais ils sont aussi à gauche, en haut, là, dans donc Ouais. le B, C, 0 et 1. Mm. Tu Donc ça, continues? ce sont les différentes personnes, les différentes unités qu'on va essayer ensuite de placer sur notre carte de Org Topologies. Et donc typiquement, on peut observer des choses qui vont ressembler à peu près à ça. Alors ça ne sera jamais exactement ça parce que vos trains sont uniques, mais on peut s'attendre à ce genre de choses. Donc au niveau des équipes agiles elles-mêmes, donc un panaché d'archétypes d'équipes, de Y2 vers A3, il y a un panaché. Et ben, souvent, il y a effectivement des gens qui réfléchissent, qui travaillent sur le business, sur le problème business à traiter, qui sont parfois constitués dans des équipes de business analystes ou des équipes un peu plus stratégiques. Et puis, vous pouvez Peut-être avoir... j'ai pas très bien choisi les rôles là, hein. Ça peut être quelque chose de différent dans votre Ouais, entreprise. Oui, ça voilà. peut être du product management ou business owner qui, eux, seront Voilà. probablement sur les archétypes plus hauts. Voilà. Mais le business owner, mis à part faire des PowerPoint et faire des plans, il ne peut rien fabriquer lui-même. Non. Les product managers, c'est pareil, ils vont pouvoir faire des plans un peu plus détaillés, souvent à un niveau stratégique un peu en dessous du business owner pour dire bah, moi, je m'occupe d'un domaine et non pas du business de l'entreprise. Et sur ce domaine d'activité de l'entreprise, bah, c'est pareil, je vais faire des plans, des roadmaps, etc. pour nourrir, pour alimenter des équipes agiles qui vont, elles, réellement fabriquer la solution.
Bah, si tu avances, j'ai encore Ouais. ajouté la couleur, voilà. Donc, la livraison de produits agiles, donc spéculatifs, c'est ça. Ils font les plans, le projet, ils gèrent les trains ou les équipes dans les trains. Et puis dans les trains, c'est ça où on fait le travail pour produire vraiment de la valeur. Mhm. Mais dans les équipes, on n'a pas une idée de la conception totale. C'est seulement le backlog de leur équipe qui, Mhm. qui est leur focus. Donc effectivement, dans l'équipe, dans le train Safe, chaque équipe a son propre backlog Voilà. et généralement son propre product owner qui dit, ben Voilà. voilà, mon équipe, elle va travailler sur ce petit morceau-là. C'est son focus. J'avance, Roland? Oui. Ouais. Et donc effectivement, ça souvent c'est la première vague. Donc on fait du safe, on respecte les règles du jeu, ça marche beaucoup mieux qu'avant, donc c'est déjà une belle progression. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Et comme l'a noté Stéphane, effectivement, euh, si on utilise safe à pleine puissance, on doit pouvoir faire mieux. Ça veut dire que la prochaine vague, c'est d'arriver à monter vers les archétypes d'équipe d'équipe. Voilà. Donc, vu de l'extérieur, c'est toujours d'être un safe. Mais quand on va aller un peu plus dans les détails, ça va pas fonctionner forcément de la même manière. Vous avez déjà côtoyé des trains safe. Vous savez que, comme l'a dit Stéphane, la collaboration entre les équipes, elle n'est pas toujours de la même qualité. L'engagement des équipes par rapport au domaine d'activité de l'entreprise, il n'est pas toujours le même. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui se disent, bah, en fait, moi, dans mon équipe, on s'occupe de certaines fonctionnalités, le paiement en ligne, et non pas on s'occupe du web shop. Oui. Donc, on a des responsabilités limitées. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, ils sont au niveau A. Donc, pour la collaboration, il y a des solutions, hein. Dependency board, c'est quoi en français? Bah, avant, c'était le programme board, si je dis pas de bêtises. OK. Donc, c'est une manière pour savoir qui fait quoi, quand, pour essayer de créer de la valeur dans 3 mois. Mais c'est pas de la collaboration, hein. C'est s'aligner à savoir qui fait quoi. Mm. Mais collaboration, ça veut dire travailler dans la même cadence. Le cadence, la cadence. La cadence. La cadence. Travailler dans la même cadence. Donc, l'équipe des équipes, ce sont des trains agiles où il y a un seul sprint. Ils ont la même cadence, tous les équipes. Mm. Et ils travaillent vraiment ensemble, jour par jour. C'est pas la même chose dans les trains agiles. Dans les trains safe, c'est moi avec mon product owner et mon backlog, moi je fais le travail. S'il y a un problème, il y a quelqu'un qui va s'en occuper pour parler aux autres équipes que je suis en retard ou que je Mm. comprends pas trop bien. Mais s'il y a de la qualité plus élevée, ça peut se passer qu'avec des équipes Mm. qui se trouvent et qui, de temps en temps, font une collaboration. Ça se passe, mais c'est pas par défaut. Donc, Ouais, Stéphane, ouais. Oui, alors finalement, en résumé, j'aurais la tendance à dire que si on est dans un modèle de Trincef avec des component teams, on est encore sur du A2, A3, et c'est à partir du moment où on rend nos équipes suffisamment une forme de feature team, et donc qui sont capables de se saisir de tel ou tel sujet de façon totalement agnostique, c'est là qu'on commence à rentrer sur les couches B, voire C, si je comprends bien. oui, mais il y a Euh, d'autres, oui, mais il y a d'autres conditions. ouais. C'est pas seulement. Donc, il commence à élargir le périmètre d'activité. Donc, il commence à comprendre plus que seulement la fonctionnalité qu'ils ont travaillé pendant des ans. Mm. Il commence à s'intéresser et à faire des changements dans d'autres code bases. C'est quoi en français? Je sais pas. Ouais. On Mais traduit pas. oui, Pardon? On traduit pas, ouais. ouais, on traduit pas. Donc ils ne sont plus euh, connectés uniquement à une spécialisme, à une fonctionnalité. C'est ça le début.
Mais quand on monte en haut vers le niveau B, c'est vraiment essentiel qu'ils commencent à collaborer. Donc, il n'y a le product backlog, il n'y a qu'un product backlog pour toutes les équipes qui collaborent. OK? C'est ça une grande différence. C'est-à-dire que, en fait, j'aurai toujours un train safe, mais la question c'est est-ce que les équipes, elles se coordonnent ou est-ce qu'elles collaborent Ouais, pour voilà. adresser vraiment les mêmes sujets ensemble? Si j'ai si j'ai un tableau des dépendances, ok, mais qu'est-ce que les équipes en font de ces dépendances? Elles disent j'attends que l'autre équipe ait fini ou on travaille ensemble sur la dépendance. Et pour moi, tu citais Stéphane les component teams. Pour moi, les component teams, par essence, elles sont, ça sera du Y1 ou du A1. Parce que si tu fais une component team, tu peux pas le livrer à l'utilisateur. Il manque un morceau, il manque un autre composant Oui, souvent, le back-end, front-end, le Ouais. grand classique. exact. Et ça veut dire que si je suis une component team, je peux pas être plus haut que A1 parce que ça veut dire que ah bah c'est bon, mon API elle marche. Mais il n'y a aucun client qui demande une API. Le client il Très demande clair. un service de paiement, de je sais pas quoi. Très clair. Mais tu auras Mhm. toujours donc tu peux avoir des component teams dans ton train safe, c'est tout à fait autorisé. Oui, bien sûr. Bon, mais est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Bon, C'est un c'est problème. À la longue terme, c'est un problème parce que c'est très cher de créer de la valeur comme ça. Bah, peut-être il y a d'autres options qu'on a. Hein. Au lieu d'essayer de coordonner les dépendances, peut-être on peut essayer de résoudre les dépendances. Alors, afin de pouvoir résoudre, c'est quoi le problème? C'est quoi vraiment le problème? Le problème, c'est que, d'abord, les équipes, ils sont trop limitées en leur connaissance du produit ou du problème. Puis, il y a des rôles qui ne leur permettent pas d'avancer pour aller plus haut parce qu'il y a le product owner de l'équipe qui va dire, hey, écoutez, c'est mon backlog, c'est mon équipe. Donc, qu'est-ce que je fais quand vous allez joindre 3 ou 4 équipes avec un Mhm. seul backlog? Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon boulot. Donc, il Et y c- a une pression de mhm. l'organisation existante à ne pas vouloir changer vers niveau BC. Il y a la même chose avec la system team. Dans tous les supports de formation safe, on dit que la system team, son vœu le plus cher, c'est de se rendre dispensable. Mais dans les faits, la system team, elle a un pouvoir énorme parce que ce sont les experts Ouais, et ils n'ont pas envie de disparaître. ouais. Donc, il y a des forces. Et si vous vous souvenez, l'image avec les petits l'écosystème qu'on a montré. Oui, voilà, cette image-là. Donc, les lignes qui sont entre les archétypes, euh, c'est les connexions, ils sont beaucoup plus importants. Ils sont très importants parce que ça veut dire, si vous, ça vous donne une idée, si vous voulez changer ce système, il faut se concentrer sur les relations, toutes les relations qui sont là. Les relations sont là et ils font des forces, ils ont la force de tenir le status quo du système. Donc, si je vais changer le seul team qui est là dans le Y3, et je vais dire, allez, qu'est-ce que vous manquez là? Vous devez aller travailler sur des fonctionnalités plus grandes que maintenant. Maintenant, vous êtes le focus est trop petit, trop étroit. Et je vais monter cette équipe-là. Ça va avoir des conséquences pour le monsieur ou la madame qui était là dans B1 parce qu'ils préparaient le travail pour eux. Et d'un coup, ils n'ont plus besoin de leur service parce que ils vont résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Vous voyez, donc tout mouvement qu'on fait, tout changement qu'on fait a des conséquences pour les autres éléments. Mm. Donc c'est pour ça que Alors, cartographier et de faire un futur design va vous aider à faire des changements systémiques et de communiquer votre intention. Et ça vous donne une manière ou une méthode de parler, d'avoir des dialogues peut-être difficiles
parce que quelque chose va changer. Et pourquoi? Ouais, parce qu'on veut. Ouais, pourquoi est-ce que, Olivier, peut-être on doit expliquer, pourquoi est-ce qu'on voudrait arriver à devenir B ou C? Qu'est-ce qu'on donne? Est-ce que ça donne quoi? Donc l'idée, c'est que quand on parle d'agilité, souvent, effectivement, la première idée qui nous vient, c'est de dire livrer facilement, livrer rapidement les choses. Mais l'enjeu de l'entreprise, c'est d'être pérenne, de perdurer sur le marché. L'entreprise a besoin de développer sa business agility, sa capacité à pivoter, à saisir les opportunités. Donc ça veut dire que plus l'entreprise est sur un secteur concurrentiel, plus elle a besoin d'être capable de saisir rapidement, de pivoter rapidement pour mettre ses forces de frappe là où il y a un nouveau marché qui émerge. Euh, Vous êtes dans une banque, les gens travaillent sur le back-office, le front-office, le middle office, etc. Quel effort ça va vous prendre si demain vous décidez que désormais vous allez vendre des assurances? Est-ce que vous pouvez facilement vous mettre à vendre des assurances ou est-ce que non, c'est impossible parce que tout le monde est hyper spécialisé sur de la gestion de comptes bancaires? Bon exemple, bon exemple. Donc, bah, peut-être vous dites, ouais, mais les banques ne font pas ça, et c'est abstract, et je sais pas, Mm. théorie, c'est de la théorie. Mais en fait, c'est Les pas. banques font ça. Les banques font ça, oui, d'accord, Les d'accord, c'est pas banques de la vendent théorie. des assurances et les Bah oui, mais assureurs pas d'un vendent des coup, livrets. quoi, pas d'un coup. Pas d'un Donc, coup. ouais. Donc, si on a beaucoup de, je vais répéter parce que c'est ça que tu as dit, Olivier, c'est important. Quand on a beaucoup d'individus ou beaucoup d'équipes qui sont très, très, très spécialisées et ils ont leur travail à eux, pour changer de direction, disons, peut-être pas qu'on veut commencer à vendre des assurances, mais peut-être l'État a des nouvelles lois qu'on doit implémenter tout d'un coup. Ça coûte combien de temps pour changer tous les backlogs de toutes les équipes et de réaligner toutes les équipes pour savoir le nouveau but qu'on a à atteindre? Ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Mm. Donc, si vous essayez de vous imaginer, quand on a quelques trains avec une dizaine d'équipes dedans, et les équipes dans les trains, ils partagent bah, tu dois m'aider maintenant. In English? Hein? In English? When they have a big part of when they own a bigger part of the problem, Mm. ils sont OK. plus spécialistes, ils sont des Ouais. généralistes sur le Voilà. domaine de l'entreprise. Voilà. C'est plus facile de changer de direction. Il y a toujours de la spécialisation, mais c'est d'un niveau plus élevé. Donc, la chance qu'il faudra changer beaucoup dans l'organisation, de réorganiser peut-être des équipes parce qu'on a un nouveau challenge, Mm. la chance va diminuer parce que les personnes sont beaucoup plus hâtes à Mm. traiter un grand problème au niveau qui est très Mm. proche du client. Parce que nous Donc, savons tous, en tant qu'experts de l'agilité, que l'agilité n'a jamais vendu le fait qu'on allait aller plus vite. Ce que vend l'agilité, littéralement, c'est une capacité à pivoter, de changer de direction, changer oui. de Oui, direction. Ça oui. coûte toujours de l'énergie. Mais la question, c'est est-ce que je peux m'organiser, faire un effort pour que le prochain pivot soit moins coûteux? Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va investir pour que les équipes soient les plus polyvalentes, aussi bien techniquement que fonctionnellement, que les collaborateurs aient un maximum de connaissances pour qu'on soit capable de pivoter plus facilement. Donc pour moi, c'est un investissement. Oui. Oui, Je leur et tourne. si Est-ce on que met, ok, encore quelque chose pour ajouter. Donc, on a créé la cartographie avec l'idée de l'adaptivité. Comment maximaliser l'adaptivité? Donc, si on connaît tout du problème du client et si on peut faire tout, donc horizontalement et verticalement, on est dans C3. Donc, on est très vite à changer de direction et on est très vite à livrer.
Donc, ce sont deux sortes de coûts, hein, le coût de changer et le coût de livrer, transactionnel et switching cost. Mais si ça n'est pas le grand but de Global Optimizing Goal, s'il n'y a pas le but d'être très adaptif, peut-être votre organisation ou une partie de votre organisation a un autre but pour optimaliser. Peut-être c'est qu'ils veulent la vitesse seulement. Lead time, diminuer lead time. Vous pouvez créer une cartographie pour voir qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer le lead time, pour diminuer le lead time. Et vous verrez que c'est la même chose. Ou bien, donc, ce que je veux dire, il ne faut pas vous limiter à essayer de vous servir de la cartographie si vous pensez, bon, je ne veux pas être adaptif. Essayez de faire une cartographie quand vous savez pour le but que vous avez comme optimizing goal. C'est-à-dire que cette cartographie ne vous juge pas. Voilà, Chaque entreprise a sa propre stratégie, ses propres ambitions. Toutes les entreprises n'ont pas pour ambition de devenir ces trois. Et c'est normal. Donc ça veut dire que cette cartographie vous aide en fait à découvrir votre propre chemin pour atteindre vos propres objectifs stratégiques. merci Olivier, très bien dit. Allez, on Très bien. avance. On avance, on avance. Ça, tu as déjà dit pas mal de choses, il me semble. Donc effectivement, si jamais on arrive à élever notre train safe plus dans la zone B, voire C, bah, ça veut dire que quelque part, je n'aurai plus une collection de backlog par équipe. Parce que si chaque équipe a son propre backlog, à nouveau, ça veut dire qu'elle est limitée au niveau A. Là, j'ai envie que les différentes équipes se disent, OK, nous, on travaille sur le même problème. Je veux diminuer le nombre de backlogs. Mais c'est un problème qui est un peu plus grand, hein, un peu plus élevé au Ouais. niveau du business ou du client. Mhm. Donc peut-être c'est un problème, c'est quoi en français, retention, Rétention. rétention. Donc on veut améliorer la rétention de nos clients parce que les Mm. clients c'est un grand problème. Ouais. Donc on peut donner ce problème Mm. à une dizaine d'équipes où Mm. ils s'en occuperont. Ils vont s'arranger, ils vont faire des sprints avec des petits trucs qu'ils vont créer ensemble Mm. pour réaliser Mm. la rétention. Et il ne faut plus découper la rétention, améliorer la recherche, fonctionnalité, ou bien, je ne connais pas les mots français qui composent une chaîne de valeur, mais Ouais. Euh, voilà, on va chercher à optimiser le produit de manière plus globale, plutôt que de chercher des optimisations locales sur des ouais, composants, certaines features. Et si les équipes passent du niveau A au niveau B, ben, ça veut dire aussi qu'elles ne sont plus là juste pour faire des fonctionnalités, mais elles sont là pour traiter un business, un domaine d'activité. Donc c'est pour ça qu'elles doivent s'intéresser, les équipes doivent s'intéresser au product and loss. Elles ne peuvent pas se dire, moi je suis payé à développer des fonctionnalités. Si ça ne crée pas de valeur et que l'entreprise perd des parts de marché et perd du chiffre d'affaires, ce n'est pas mon problème. Ça, si je suis au niveau B, non, je m'intéresse au domaine, au business. En tant que développeur informatique, mon job, c'est pas de créer des lignes de code, c'est de faire du business, quoi. ouais. Et ce qu'on voit quand on passe de A à B ou C, euh, euh, l'organisation va se simplifier. Simplifier. Oui, Mhm. parce que on n'a plus besoin de beaucoup de coordination parce que les équipes, ils travaillent ensemble dans la même cadence. Donc, ils vont coordonner eux-mêmes parce que ils vont travailler ensemble sur la même Spring Goal. Et donc, c'est plus léger, c'est plus facile pour, euh, pour travailler ensemble. Ça sera plus fluide pour collaborer Oui, puisqu'il n'y c'est plus aura pas fluide. d'intermédiaire. Ouais. Donc, d'abord, on avait les sprints, on avait les backlogs qui étaient comme des fences, what's a fence? Barrière. Des barrières. Maintenant, on a laissé tomber les barrières. Il n'y a plus de local backlog local pour les équipes. OK, je pense qu'on a compris. Prochain, c'est quoi? Des questions? Non, Question. d'abord? Non.
il y a encore d'autres trucs. Il faut encore de la publicité. Non, Ah, publicité, voilà. vas-y. D'abord la publicité, puis après les questions. Donc, ce qu'on fait, on fait des formations et donc nous serons à Paris. Olivier et moi, et François Faure, il va aider aussi un petit peu. Donc, nous serons là au mois d'octobre pour donner une formation de 2 jours. Si tu veux expliquer un petit peu, Olivier, parce que tu étais là aussi, ou bien Théo. Qu'est-ce qu'on fait? Théo? Non, c'est une erreur, le lever de main, pardon. Non, mais si tu veux, dans ces 2 jours, en fait, on va explorer comment comprendre, comment utiliser cette cartographie et qu'est-ce que ça signifie de changer d'archétype. Quels sont, en fait, pour moi, le changement d'archétype correspond à un changement de cadre de référence, un changement de modèle mental. C'est pas juste une histoire de devenir plus intelligent, non, c'est de changer de croyance. Passer de la croyance de on va optimiser l'utilisation des ressources à la croyance de si on travaille en équipe, c'est mieux. De passer de la croyance de les informaticiens, ils sont juste bons à faire des fonctionnalités, à la croyance de non, ces gens-là, ils sont capables d'adresser un problème business, ils sont capables de se coordonner. Donc, c'est des changements de cadre de référence. Et comme l'a évoqué Roland, ça veut dire que le changement d'archétype, ça veut dire que je vais faire des changements dans mon système pour accroître certaines choses, diminuer d'autres choses. Et je vais faire ça de manière très stratégique, encore une fois, par rapport aux ambitions de mon système, de mon entreprise. Ouais. Et ce qui est mandatory, ce qu'on doit faire avant d'entrer, c'est que vous devez amener Votre contexte, votre cas à vous, oui, votre cas à vous de votre entreprise et vous allez travailler à améliorer, pas sur un cas abstrait ou inventé, mais vraiment sur votre contexte et vos problèmes. Donc, après 2 jours d'étudier votre système organisationnel, vous allez avoir des idées. C'est où les problèmes dans mon organisation et c'est oui, quoi que je peux atteindre? Qu'est-ce que j'ai comme option pour bouger? Et comme Olivier a dit, c'est quoi quel problème avec les modèles modèles mentaux. mentaux que je dois changer? Oui. Mm. Oui. Et c'est surtout une formation pour des leaders des organisations. Ben, c'est pour tout le monde, mais les leaders de l'organisation, ils ne sont pas aptes ils ne sont pas habitués à considérer le design des organisations comme leur tâche. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus peut-être de la force et des implications d'avoir une organisation qui n'est pas complètement alignée pour créer de la valeur. Et afin de réaliser les idées stratégiques qu'ils ont pour les entreprises, hein, il leur faut un véhicule, une organisation qui est bien adaptée à réaliser ça. Ils n'ont jamais fait la connexion et c'est exactement ça qu'on fait dans la classe. OK. Brève introduction pour pas prendre du temps sur votre présentation.